Bonjour Julia et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Thomas. Ça fait une semaine que le nouveau garde des Sceaux a été nommé, donc pour vous c'est quand même une personnalité particulière puisque voilà, on le connaît depuis des années et on était habitué à ses prises de position qui parfois posent problème ou pas, on en discutera après. Est-ce que vous y attendez à cette nomination? Et toi, quel regard tu portes sur le fait que ton nouveau garde des Sceaux soit Éric Dupond-Moretti? Alors, il y avait quelques rumeurs qui couraient juste avant l'annonce du remaniement. Moi, à titre personnel, j'y croyais pas trop parce que Dupond-Moretti, c'est un passionné de son métier. Donc, j'ai été étonnée mais ravie. Et je pense que c'est une très bonne chose pour le ministère de la Justice d'avoir à sa tête quelqu'un qui connaît parfaitement la justice. D'accord, mais parce que je lisais Le Monde de samedi, il y a aussi la présidente du syndicat de la magistrature qui alerte sur le fait que Éric Dupond-Moretti serait pour la suppression de l'école de la magistrature, qu'il est contre le parquet national financier. Donc on sent qu'il y a quand même des inquiétudes dans la profession. Est-ce que c'est partagé ou pas ces inquiétudes? Alors, moi, je ne les partage pas spécialement, ces inquiétudes, parce que Dupond-Moretti, pendant des années, a eu le temps d'avoir un regard critique sur la justice. Et je pense qu'il faut l'avoir aujourd'hui, ce regard critique. Clairement, la justice, elle ne fonctionne plus correctement. Et il faut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour que ça change. Ça fait des années qu'il dit qu'il y a un problème de formation des magistrats. Et je partage son avis à titre personnel. On a des magistrats qui arrivent sur le marché de la magistrature à 24 ou 25 ans et qui doivent prendre des décisions qui ont des conséquences monstrueuses dans la vie de certaines personnes. Et le ministre de la Justice pense qu'il faudrait que ces magistrats aient une formation beaucoup plus pratique avant de prendre la décision de juger. Concernant le PNF, on a vu quand même que ces derniers temps, il y avait des soucis de fonctionnement, des soucis de partialité. Et je pense que s'il ne disparaît pas, il faut très clairement le réformer. Mais il n'y a pas quand même un conflit d'intérêt ou pas, parce qu'on sait qu'il travaille sur des affaires et qu'aujourd'hui il peut avoir des éléments qui vont lui remonter et qui sont susceptibles d'avoir des conflits d'intérêts. Ça pose aussi question. Ça, on a souvent dénoncé dans le macronisme une collision d'intérêts entre le privé et le public. Là, c'est pas le cas, mais on voit quand même qu'il y a un mélange des genres qui interroge. Alors, il y a deux écoles. C'est de dire, ouh là 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 là, c'est un avocat qui intervient dans certains dossiers et il pourrait avoir connaissance, dans le cadre de remontées d'informations qui sont légales, d'éléments dont il pourrait se servir par la suite. Ou de se dire, il a fait partie d'une profession réglementée, il est soumis à des obligations. Ces remontées d'informations, elles sont dans tous les cas confidentielles, donc il ne pourra pas s'en servir par la suite. Je pense qu'il faut aussi faire confiance aux règles déontologiques qui s'appliquent dans la profession d'avocat. S'il la retrouve à la suite de son ministère, il y a des règles, il les respecte depuis des années dans le cadre du secret professionnel, puisque notre profession, c'est une profession du secret. Donc on a l'habitude de recueillir des informations dont on ne peut pas se servir et qu'on ne peut pas communiquer. Moi, je pense qu'il aura tout à fait la possibilité de faire la part des choses et je pense qu'il la fera. Et il y aura de toute façon, parce que c'est un débat qui est sur la table, la question de ce système qui doit perdurer ou pas des remontées d'informations. Votre profession, comme d'autres, elle a beaucoup souffert pendant la crise sanitaire, puisque ça a été quasiment à l'arrêt. Donc ça a été difficile pour vous, mais également pour le droit des justiciables. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit de la profession? Est-ce que vous avez des confrères qui ont mis la clé sous la porte, pour être tout à fait clair? Est-ce que vous avez des énormes difficultés? Et qu'est-ce que vous attendez justement de ce nouveau garde des Sceaux? Puisqu'il y a aussi beaucoup la question des moyens. Éric Dupond-Moretti peut avoir les meilleures idées du monde. Si derrière Emmanuel Macron ne débloque pas les moyens financiers pour faire avancer les choses, ça ne servira pas beaucoup la cause. Alors, concernant la profession d'avocat, on n'a pas de chiffres encore. Il y a d'ores et déjà des cabinets, notamment quelques cabinets parisiens, qui ont déposé des liquidations au tribunal de commerce et auprès de l'ordre. Donc ça, on le sait, parce que les cabinets d'avocats ont beaucoup de charges, que ce soit des charges de fonctionnement, mais également des cotisations, l'URSSAF, etc., etc., des cotisations ordinales de fonctionnement. Donc il y a déjà des cabinets qui sont en grosse difficulté. Il se dit dans la profession qu'on va attendre un petit peu de voir la fin de l'année parce que c'est là que ça va pêcher. Parce que ce que l'on souhaite, c'est que ça redémarre vraiment à compter de septembre. On peut encore tirer jusqu'à septembre. Enfin, la plupart des cabinets peuvent encore pousser jusqu'à septembre. Après, si l'activité judiciaire ne redémarre pas, là, ça va être très compliqué. Surtout s'il y a un deuxième reconfinement. Là, c'est terminé. Ça sera une catastrophe. Pour ce qui est du ministère de la Justice, en termes de moyens, le ministère de la Justice accorde des moyens à la justice, pas aux avocats. Les avocats ne touchent pas d'aide de la justice et du ministère de la Justice. Pendant le confinement, on a touché d'aide de personne, nous les avocats, parce que nous sommes des professions libérales. L'ordre vient de débloquer, en tout cas l'ordre des avocats de Paris vient de débloquer une aide exceptionnelle de 15 millions d'euros. Ce sont nos cotisations qui ont été utilisées à cet effet. Donc si tu veux, lorsqu'on demande plus de budget pour la justice, ce n'est pas pour
la mettre dans nos poches, en fait. C'est pas pour mettre cet argent-là dans nos poches à nous en tant qu'avocats, c'est pour avoir plus de magistrats, plus de greffiers, avoir des magistrats qui ont du papier, qui ont des agrafeuses, avoir des salles d'audience dans lesquelles il y a de l'électricité, ce genre de choses minimum qu'on peut attendre d'un service public qui est clairement aujourd'hui mais à l'abandon de chez l'abandon. D'accord. Tu as parlé de tes cotisations, je vais faire le parallèle. Le Premier ministre a dit qu'il voulait remettre la réforme des retraites sur les rails. Et les avocats étaient une des professions qui était ultra mobilisées avec d'autres juste au mois de décembre pour dénoncer cette réforme. Est-ce que, malgré aujourd'hui le confinement, est-ce que la colère elle est toujours présente? Est-ce que vous êtes prêts à nouveau à vous mobiliser? Et si tu peux nous rappeler pourquoi? Parce que certains ont eu tendance à oublier ce qu'il y avait comme combat avant la crise sanitaire. Alors, pour t'expliquer un petit peu notre système actuel de retraite, on a un système qui est complètement autonome. D'accord? On ne fait pas partie d'un régime spécial comme certaines professions salariées, on est un régime autonome, c'est-à-dire qu'on ne coûte rien aux contribuables français, mais nous, on cotise aussi pour le régime général. Ça, c'est la chose qu'il faut comprendre. Les avocats ne touchent pas un centime d'argent du contribuable français pour leur système de retraite. On a aujourd'hui une retraite de base, c'est un pourcentage fixe de notre chiffre d'affaires, c'est 13%. D'accord? L'idée de la réforme, c'est de nous faire rentrer dans le régime général, ce qui va faire doubler nos cotisations retraite. C'est-à-dire qu'on va passer de 13% à 28% de façon progressive. Lorsque les jeunes, dans quelques années, vont rentrer sur le marché de l'avocature, ils vont payer 28% uniquement de cotisations retraite. Sachant qu'à côté de ces cotisations retraite, on paye l'URSSAF, on paye la maladie, on paye nos cotisations ordinales, on paye notre sécurité sociale. À l'heure actuelle, quand j'encaisse 120, j'ai 20% de TVA et j'ai quasiment 60% de cotisations et taxes professionnelles. Sur les 40 qui me restent, je dois payer mon impôt sur le revenu, mon loyer, mes déplacements, etc. etc. D'accord? Ça, il faut le comprendre. Qu'un avocat qui encaisse 120, il n'a pas 120 dans sa poche. Il y en a plus de la moitié qui part dans les poches de l'État pour alimenter le système. C'est normal, c'est comme ça. Donc, cette réforme va augmenter nos cotisations retraite et va les doubler. C'est-à-dire que parallèlement, on va avoir une diminution drastique de notre reste à vivre. Et ça va également nous faire rentrer dans un système général qui, à notre sens, va porter atteinte à notre indépendance. Parce que l'intérêt de l'avocat, quand il est en France, c'est qu'il est totalement indépendant. Il ne dépend que de son client. Il est la parole de son client et la voix de son client. Et le fait qu'on soit totalement indépendant, c'est important pour nous parce que ça nous permet tout un tas de choses, notamment la liberté de parole et la liberté de faire ce qu'on veut avec nos clients, de défendre qui on veut et de défendre comment on veut. Moi, j'ai toujours été contre ce système de réforme de retraite et il faut être clair, s'il est de nouveau mis sur la table, peu importe qui y a au ministère de la Justice, les avocats redescendront dans la rue et continueront à contester ce système de réforme des retraites qui va permettre à beaucoup d'avocats de mettre la clé sous la porte. Je dis permettre parce que c'est gentil, mais on a fait aussi des calculs. Il y a 30% des avocats de France qui ne pourront pas assumer un tel pourcentage de cotisation. Qui dit moins d'avocats dit forcément accès beaucoup moins facile à la justice. Et moi, ce que je pense, c'est que cette réforme des retraites, c'est une question financière, c'est vrai, pour qu'on paye encore plus. Mais l'idée derrière, c'est que pour faire des économies avec la justice, il faut que les gens aillent moins devant la justice. Il n'y a que comme ça que ça fonctionnera. En tout cas, c'est l'idée que se fait aujourd'hui notre gouvernement. Si les gens vont moins voir le juge, et ben du coup, le budget de la justice, on n'aura pas besoin de l'augmenter. Et quand il n'y aura plus d'avocats ou que les avocats seront trop chers, les gens n'iront plus devant le juge. Et donc, on n'aura pas besoin d'augmenter le budget de la justice. Et ça, c'est grave. Donc vous êtes prêt à vous mobiliser encore une fois pour dénoncer cette réforme? Bien sûr, et on retournera dans la rue s'il faut, battre le pavé avec la robe et les panneaux et les pancartes, et on ira crier et on ira devant le ministère de la Justice pour dénoncer cette retraite qui est injuste et qui porte atteinte à l'existence même de la profession d'avocat. Il y a une autre question qui a été soulevée pendant le confinement, parce qu'on a vu la question de l'application sur les portables, on a vu la question des attestations pour sortir, il y a la question des libertés individuelles. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes tué, inquiète d'un glissement vers un état de contrôle et de remise en cause des libertés individuelles et du droit à la justice? Alors moi, je me suis très vite inquiétée pendant le confinement de ce qui était en train de se passer. Alors, je le comprends, le confinement, médicalement, il peut s'entendre. Le confinement a été accompagné de diverses mesures liberticides et qui ont violé la Constitution et les droits de l'homme, notamment le renouvellement automatique des détentions provisoires. Il faut quand même savoir qu'avant d'avoir un avocat garde des Sceaux, on avait Madame Belloubet qui était prof de droit constitutionnel.
et qui est venu nous dire à l'Assemblée nationale le renouvellement automatique des détentions provisoires, ce n'est pas une atteinte à la présomption d'innocence. Quand on est en prison, c'est l'exception au principe. On voit un juge régulièrement pour savoir si le maintien en prison il est valable. Pendant le confinement, Madame Belloubet, aidée de l'Assemblée nationale, ont décidé que ça, c'était plus automatique, que ça, c'était plus nécessaire, voilà, qu'on pouvait s'en passer. Il y a eu ça, il y a eu les autorisations de sortie dont le bien fondé était à l'appréciation totale des officiers de police judiciaire ou des agents de police judiciaire qui faisaient des contrôles, ça pose problème. Il y a eu la question de l'interdiction des manifestations, et aujourd'hui il y a un vrai débat en jurisprudence pour savoir si on passe d'un système total d'autorisation à un système d'interdiction contrôlée. Moi je m'inquiète depuis, quand même un petit peu avant le confinement, mais depuis le confinement j'en m'inquiète vraiment de l'avenir de nos libertés en France. Moi je me suis rendu compte que pour interdire la liberté, quelques ordonnances faisaient l'affaire. Et pour remettre la liberté, pour nous redonner nos libertés, là, pour le coup, c'est des débats qui sont houleux à l'Assemblée et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça, il faut que les gens le comprennent. C'est-à-dire que demain, n'importe qui est au pouvoir, et on ne pouvait pas imaginer que M. Macron le ferait, mais n'importe qui est au pouvoir peut nous supprimer nos libertés. En un rien de temps. Et c'est ce qui s'est passé par ordonnance. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'état d'urgence sanitaire n'existait pas dans le droit français. Le gouvernement l'a créé pour pouvoir prendre des ordonnances et limiter la liberté de se déplacer. Juridiquement, en une semaine, tout était plié. En une semaine, on a interdit à 70 millions de Français de sortir de chez eux pour des raisons médicales qui se comprennent. Mais en une semaine et par ordonnance, nos libertés ont été supprimées. Et ça, il faut l'avoir dans la tête. C'est arrivé, ça pourra arriver pour d'autres raisons dans les mois qui viennent. Justement, on avait connu l'état d'urgence après les attentats du 13 novembre. On avait déjà, pour nombre d'entre nous, dénoncé des mesures qui étaient ultra dangereuses et qui après ont été transférées dans la loi ordinaire, ce qui est extrêmement grave. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque que ce qui a été pris pendant le cadre de l'état d'urgence sanitaire, il y ait un glissement dans la loi ordinaire et qu'on ne puisse pas revenir en arrière? Écoute, si tu veux, moi je regarde un petit peu ce qui s'est passé par le passé. 2015, on a des attentats, une série d'attentats qui ravagent notre pays, on est tous d'accord là-dessus. Depuis 2015, on a passé plus de 2 ans sous l'état d'urgence. Légalement, pendant plus de 2 ans, nos libertés du quotidien ont été restreintes dans le cadre d'un état d'urgence type terrorisme. Tout le monde avait dit à l'époque, mais non, c'est justifié, etc. Quand l'état d'urgence a été levé, on s'est rendu compte, nous juristes, que tout un tas de petites dispositions, notamment en matière de procédure pénale, pour ce qui me concerne, avaient été intégrées dans le droit commun. C'est passé un petit peu à la trappe, parce que quand les gens ont peur, ils sont capables d'accepter un peu n'importe quoi. Parce que le problème, il est là, et on l'a vu pendant le confinement. Les gens se sont dit, oui, mais les terroristes, ils n'ont pas le droit à la même loi que tout le monde, il faut faire des restrictions, etc. On peut le penser, mais en tant que juriste, ça reste choquant. À partir du moment où ça a été fait une fois et qu'on était dans le cadre d'un état d'urgence type terrorisme, pourquoi ça n'arriverait pas dans le cadre d'un état d'urgence sanitaire? Moi, je pose la question. Et regarde ce qui se passe avec cette histoire de droit de manifester. C'est quand même une liberté fondamentale, Convention européenne des droits de l'homme. On doit avoir le droit de manifester sans restriction de liberté. On a quand même un gouvernement qui a voulu nous passer ça dans le sens inverse et faire en sorte que les autorisations soient refusées, de passer dans un système un petit peu inverse sur le droit de manifester. Fort heureusement pour nous, le Conseil constitutionnel a mis le holà à cette petite histoire. Mais pour l'heure, je rappelle quand même que les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits, qu'il est question d'imposer à tout le monde le port du masque, y compris dans la rue. C'est un débat aujourd'hui qui est sur la place publique. Oui, je pense qu'il faut s'en inquiéter. Il faut s'inquiéter de toutes ces mesures qui sont prises sous couvert de la peur médicale qui existe et qui est vraie, mais il faut s'en inquiéter. Il faut être très vigilant. Tout à l'heure, tu as parlé des privations de liberté, donc des détentions. Il y a aussi la question des prisons qui est en train de revenir fortement. Je lisais des papiers là-dessus. Donc, ça sera sûrement un gros chantier d'Éric Dupond-Moretti. Je disais que la personne qui est chargée, c'est Adeline Hazan, je crois, qui est chargée de contrôler les lieux de privation de liberté. Rappelez que la France a déjà été condamnée en janvier par une surpopulation carcérale. C'est quoi aujourd'hui, selon toi, les solutions qu'il faut pour que les prisons françaises, elles respectent un minimum la dignité humaine, en fait? Alors déjà, il faut comprendre que l'idée qu'une personne, on la mette en prison, c'est pour la réinsérer. D'accord ? La prison, ce n'est pas la vengeance. Quand on met quelqu'un en prison, il y a un côté sanction pour l'empêcher de recommencer, pour qu'il paye aussi ce qu'il doit à la société en termes de privation de liberté. Mais l'idée aussi de la prison, c'est d'avoir un impact sur le taux de récidive et sur la délinquance. Si la prison joue bien son rôle, le délinquant en sortant ne recommencera pas. On regarde les chiffres de la récidive.
Les chiffres, c'est quand même très important. On a aujourd'hui des taux de récidive qui sont beaucoup plus importants que dans certains pays, notamment en Europe du Nord, où les peines de semi-liberté sont les plus courantes. On a un taux de récidive en matière correctionnelle sur les petites peines qui est de près de 60%. C'est-à-dire qu'un petit trafiquant de drogue qui est condamné à 2 ou 3 ans de prison a 60% de chances de recommencer en sortant de prison. Quand on regarde la récidive sur des lourdes peines criminelles, où les détenus sont extrêmement bien pris en charge, le taux de récidive est très bas. Pourquoi ? Parce que les petites peines, on ne les entoure pas en prison, on ne les encadre pas. Moi, je connais très bien la prison, j'y suis régulièrement depuis 10 ans. Je te donne un exemple. Un mec qui rentre aujourd'hui pour une peine de 1 an et demi, 2 ans de prison, pour s'inscrire au travail, il va avoir 5 mois d'attente. Pour pouvoir faire un peu de sport, même combat. Pour pouvoir faire l'école, c'est 3 mois d'attente. Et puis ensuite, ça sera que 2 matinées par semaine. Du coup, quand tu as des mecs qui n'ont pas de formation, qui ont une éducation qui n'est pas forcément la même que d'autres qui ne sont pas rentrés dans la délinquance, la prison ne sert à rien. La première chose qu'il faut pour la prison, c'est de l'argent. Malheureusement, pour le coup, c'est de l'argent. Il faut qu'il y ait des surveillants supplémentaires, il faut qu'il y ait des professeurs supplémentaires, il faut qu'il y ait des activités supplémentaires. Ça, c'est la première chose. Il faut de l'argent pour pouvoir faire en sorte que les mecs dans les maisons d'arrêt, ils soient dans des chambres individuelles. Pourquoi ? Parce que lorsque tu as 3 ou 4 détenus qui sont dans 15 mètres carrés, les mecs, ils deviennent fous. C'est normal, c'est le raisonnement humain. Je vais te donner un exemple. J'ai un de mes clients qui a été incarcéré pour la première fois de sa vie juste avant le confinement. Ils étaient 4 dans une cellule de 15 mètres carrés. Ils ont été confinés, interdiction de sortir, rien du tout. Le mec, il a pété un plomb, il est en hôpital psychiatrique sous Valium. Parce qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui est invivable. Et c'est ça qu'il faut aussi faire comprendre, c'est que le travail en prison va éviter la récidive. Donc, il faut des moyens et il faut une vision. Il faut une vision. Qu'est-ce qu'on fait des mecs qui sont en prison ? Est-ce qu'on les oblige à faire certaines choses ? Est-ce qu'on les oblige à prendre des cours de français ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais il faut savoir aussi qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle. Moi, je partage l'avis du garde des Sceaux quand il dit la prison, c'est pas le Club Med. Non, je te jure que la prison, c'est pas le Club Med. Quand tu vas à Nanterre et qu'il y a des cafards sur la porte d'entrée, c'est pas le Club Med. Il faut arrêter de mentir. Ça, c'est pas une question d'humanité. C'est que la prise en charge en prison, je me répète, mais c'est important que les gens comprennent, la prise en charge en prison, ça permet in fine d'éviter la récidive et donc forcément, ça fera baisser la délinquance. Et donc, si on fait baisser la délinquance, il y a moins de victimes. C'est ce qu'on veut tous, je pense. Oui, bien sûr, mais c'est aussi, parce qu'on a aussi un glissement de la société qui va vers un tout sécuritaire et on pense que enfermer quelqu'un, c'est une réponse à tout et tu viens très bien d'expliquer qu'il faut des moyens, de la formation et que la prison, c'est un sas de réinsertion en réalité derrière, si on veut lutter contre ça. Donc c'était très important que tu expliques ça. On va finir sur une dernière question qui est au cœur de l'actualité, qui est plutôt au cœur de la polémique aussi, c'est Gérald Darmanin. Ah. Voilà, qui est le ministre de l'Intérieur et qui est visé par une enquête. Bon, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais on voit qu'il y a des gens qui demandent déjà sa démission. Qu'est-ce que tu as comme position, toi, à la fois, comme femme, parce que c'est quand même un sujet important, et comme avocate, puisque on voit, j'ai vu tes prises de position sur les réseaux et qui ne s'inscrivent pas forcément dans la mobilisation féministe à l'heure actuelle. Alors moi, je vais être très claire sur la question des féministes qui vont crier aux violeurs. Je suis féministe au plus profond de moi et je peux te dire que dans un milieu de pénalistes, être une femme, c'est parfois compliqué. Mais je défends les femmes, je défends tout. Mais ça, je cautionne pas. Je cautionne pas et je pense à titre personnel, et je sais que je ne vais pas me faire des amis, je pense que ça, c'est un féministe qui va, en tant que femme, nous faire beaucoup de mal. Ça, c'est la première chose et je ne m'en cache pas. J'ai d'abord un point de vue d'avocate sur la question. Je suis attachée à la présomption d'innocence. Tu l'as vu sur les réseaux, je suis très engagée sur cette question-là. La présomption d'innocence, c'est le fait qu'on est présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal, une juridiction nous ait condamné de façon définitive. Ça sert à quoi la présomption d'innocence ? Ça sert à éviter que la rumeur, la vindicte publique, mais également la police vous condamnent sur les éléments qu'ils ont seuls retrouvés. Alors la police, il y a des enquêtes, mais la vindicte populaire sur Twitter, quand on n'a pas accès au dossier, c'est quand même gravissime. Il y a quand même des innocents qui sont mis en cause à tort. Ça existe. Hein. Faut quand même le souligner, ça existe. La présomption d'innocence, c'est le fondement d'une justice équilibrée. Le dossier Darmanin, moi, j'y ai pas accès.
Ce que je sais, c'est que M. Darmanin, il y a plusieurs plaintes d'une même personne qui l'ont visé. La première a été classée sans suite parce que la plaignante ne s'est pas présentée. La deuxième a été classée sans suite parce que ses déclarations n'ont pas convaincu le parquet qui a enquêté, à l'époque où M. Darmanin n'était pas ministre. Donc, on ne peut pas l'accuser de proximité avec M. Darmanin, le parquet. La plaignante a fait une plainte avec constitution de partie civile. C'est une possibilité qui est ouverte par la loi, c'est-à-dire qu'une plaignante qui n'est pas contente que sa plainte soit classée sans suite peut saisir un juge d'instruction pour lui demander d'enquêter. Le juge d'instruction à l'époque a refusé d'enquêter en disant que l'enquête qui avait été faite par le parquet était suffisante. Sans droit, elle a saisi la chambre de l'instruction, cour de cassation, qui oblige le juge d'instruction à mener une enquête. C'est ce qui va se passer. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs juges différents qui, à l'époque où M. Darmanin n'était pas ministre, ont estimé que les déclarations de la plaignante n'étaient pas corroborées par des éléments extérieurs. M. Darmanin, peu importe ce que je peux en penser à titre politique, et peu importe le fait qu'il soit dans un gouvernement que je dénonce, M. Darmanin, il est innocent. Il est présumé innocent, ça veut dire qu'il est innocent aux yeux de la loi, et donc aux yeux de tous. Que l'on vienne contester qu'il ait couché avec une nana en lui promettant un truc, ok d'accord, moralement c'est à vomir, on est d'accord, mais je suis désolée, c'est pas interdit par la loi. Donc si tu veux, quand je vois des femmes qui viennent à l'hôtel de ville et qui hurlent aux violeurs, ça me choque un peu. Ça me choque un peu parce que du coup c'est de la diffamation et que c'est hyper violent. Juste imaginons que M. Darmanin soit effectivement innocent par la suite, il aura quand même été traité de violeur sur des pancartes, dans la rue, sur les réseaux, je trouve que c'est pas très fair-play. En tant que femme, j'ai pas d'avis à avoir sur la question. S'il m'arrivait quelque chose, et ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune d'être agressée dans la rue, j'ai passé la porte d'un commissariat et j'ai déposé plainte. Après, tout ça est très personnel. Mais si tu veux, je crois qu'aujourd'hui, il est très important de se raccrocher à la loi. Ce qui se dit sur les réseaux, ce qui se dit dans la rue, les enflammades comme ça, un petit peu féministes, on peut les comprendre. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ces conditions-là, mais il ne faut pas oublier que la loi, elle est là pour protéger tout le monde, y compris des hommes qui, moralement, ont des comportements qui peuvent choquer. Mais aujourd'hui, légalement, il est innocent. Et je pense que ça, il faut le respecter. Je termine en te disant, ce matin, j'ai vu une interview qui a été menée par Galzi, d'une jeune femme féministe, et qui disait que bon, la présomption d'innocence, pas à tout le monde quand même. Bah, tu vois, ça c'est super grave. Parce qu'on ne peut pas appliquer la loi différemment si on est un homme, si on est une femme, si on est noir, si on est arabe, si on est musulman, si on est juif, si on est chrétien. On ne peut pas fonctionner comme ça. La loi, elle est là pour nous protéger et puis elle protège aussi la procédure. Mais la procédure, elle fera son œuvre et s'il doit être jugé et s'il est condamné, et dans ces cas-là, en effet, il rendra des comptes à la société et à cette femme et à cette plaignante. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Et merci Julia pour cet éclairage et on reviendra sûrement te voir dans quelques semaines pour voir le premier bilan d'Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux. En tout cas, il connaît son taf, il connaît la justice et en tout cas, nous, chez les avocats, on a beaucoup d'espoir quand même. Si tu me laisses une minute pour te dire ce que j'en pense, c'est d'abord une grande chance parce que c'est quelqu'un qui connaît la justice, mais c'est aussi une grande chance parce que c'est un avocat. Et que le ministère de la Justice, ce n'est pas que le ministère des magistrats notamment, et des greffiers et des huissiers audiencés. Il y a 70 000 avocats en France. On est souvent méprisés. On nous considère souvent comme des très riches qui profitent un petit peu du système, qui défendent des monstres, etc. C'est pas ça, être avocat. Voilà. Et on a aujourd'hui quelqu'un qui a l'honneur de porter cette voix, aussi celle des avocats. Et pour nous, c'est un honneur d'avoir quelqu'un parmi nous qui est au ministère de la Justice. Il y a eu des très grands avocats garde des Sceaux. Je pense à Robert Badinter. Je ne sais pas si Dupond-Moretti sera de cette trempe-là. Mais c'est un avocat de qualité. Et moi, à titre personnel, c'est un honneur. Et je me dis, coup politique ou pas, c'est bien qu'on ait un avocat garde des Sceaux. C'est une bonne chose. Les avocats, ils sont importants. C'est important dans une démocratie. On a un contre-pouvoir. On défend systématiquement les libertés parce que quand on défend quelqu'un qui est accusé, on défend aussi une liberté. On défend un système de justice. On défend une démocratie. On défend des principes essentiels. Et il ne faut pas l'oublier, ça. C'est que les avocats, ils sont là pour ça. Ils sont toujours là pour ça. Ils sont toujours là. Dès qu'il y a un souci, les avocats sont là. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et on verra dans quelques semaines s'il arrive à faire ce qu'il dit